Ok, super. Alors effectivement, l'idée, ça va pas être tellement de me livrer un exercice commercial, mais d'essayer de la didactique et de déconstruire quelques clichés sur l'IA qu'on peut avoir aujourd'hui. Tiens, on passe à la slide suivante, s'il te plaît. Vas-y, vas-y. Et avant ça, bah, pour déconstruire ça, je vais vous montrer quand même à quel point on est légitime pour parler d'IA. Textkernel, on existe depuis une vingtaine d'années, totalement autofinancé. Aujourd'hui, on a 170 salariés. Parmi les 170 salariés, on a 140 ingénieurs et chercheurs, des gens qui sont principalement docteurs en traitement du langage, en IA, en sémantique, tellement compliqués à recruter qu'on les fait venir de 32 pays différents, où on essaie de trouver un métier à leur femme, on les installer à Amsterdam, etc., le centre de R&D à Amsterdam. Donc aujourd'hui, on est de très loin la société voilà, qui fait référence dans le domaine avec le plus de cerveaux dédiés à l'IA. Voilà. Donc, vous travaillez sûrement avec nous sans le savoir. Textkernel, c'est la solution qui est embarquée en marque blanche dans l'écrasante majorité des logiciels RH du marché. On est également Core Technologies chez Randstad, Adecco, Michael Page, Pôle Emploi, etc. Enfin, les plus gros noms de l'emploi. Slide suivante. Donc l'IA, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est pas? Avant l'IA, et c'est ce que Arthur décrivait pas mal, on décrivait des règles et on disait qu'un prénom, c'était quelque chose qui était plutôt en haut d'un CV, qui commençait par un prénom suivi par un truc qui avait une majuscule. De la même manière qu'une adresse, ça répondait à un pattern, qu'une expérience, c'était une liste, c'était une liste qui commençait par des dates, sous un bloc marqué expérience. Le problème de ça, dans ce mode de traitement du langage, c'est que plus on empile de règles, plus les règles ont des chances d'avoir des effets de bord les unes sur les autres. Et donc la limite de ça, c'est la limite de la conception humaine. Et il y a un moment, quand on veut faire plus fin, et ben, du coup, le modèle s'effondre totalement et devient plus pertinent du tout. Et ce qui a permis notamment à des trucs comme Siri ou comme OK Google de comprendre à peu près ce qu'on lui raconte aujourd'hui, c'est l'IA, ce qu'on appelle l'IA du deep learning. Le deep learning, c'est renverser totalement le paradigme et se dire, voici 100 000 CV annotés. Donc pour chacun des CV, il y a des gens qui vont lui dire ça c'est un nom, ça c'est un prénom, ça c'est une expérience, ça c'est un employeur, etc. Et on laisse l'algorithme tout seul se construire un système d'indices, se construire un système d'indices de manière tout seul. C'est ces indices qui vont être extrêmement nombreux. Et c'est exactement comme ça que le deep learning fonctionne. Première étape, là, je lui donne un corpus à noter, donc typiquement des CV à noter. Deuxième étape, on entraîne le modèle, c'est-à-dire que on lui passe des nouveaux CV, et il y a des gens qui vont dire, ah oui, ça c'est un employeur, ça c'est pas un employeur, ça c'est un employeur, ça c'est pas un employeur. L'application éventuelle de ça, c'est le traitement du langage. Attention à une grosse limite, une IA, ça n'a ni culture ni point de vue. C'est-à-dire que une IA pourra me dire que EY et Accenture, c'est assez proche. Il ne me dira pas que c'est des concurrents. Il pourra éventuellement supposer même que c'est la même chose, tout ça dans des contextes assez proches. Il pourra me dire qu'un agent de transport et un agent de transit, c'est extrêmement proche. Par contre, typiquement, Bolloré considère que c'est deux métiers différents, là où le reste du monde considère que c'est exactement le même métier. Et donc, pour inculquer une culture, on a une équipe de 12 personnes aujourd'hui qui travaillent sur de la normalisation. C'est-à-dire qu'on a, ça aide encore avant, qu'on a une ontologie de 4500 professions de 10 000 compétences. Et pour chacun de ces items, on va chercher sur des CV toutes les déclinaisons de tous ces termes. Et se dire que bah, Struts Java, c'est un peu la même chose, mais PHP Java, c'est pas la même chose. C'est un vrai effort pour inculquer une culture sur une IA. Alors, qu'en est-il sur le matching? Parce que le matching, c'est un peu le grand mot, et aujourd'hui, on a tous envie que l'IA nous aide à mieux matcher un candidat et un emploi. Donc, on l'a dit, une IA, ça présuppose d'avoir une énorme quantité de données. Et Walmart est à même de me fournir des centaines de milliers de CV de caissiers qui ont été rejetés, acceptés, vus en entretien et embauchés. Je vais pouvoir construire pour Walmart comme ça une heuristique d'IA pour définir ce qui est un bon caissier de ce qui n'est pas un bon caissier. Je pense que Amazon peut le faire avec des charismes, mais même si des énormes sociétés, genre Bouygues, recrutent un comptable, ils n'auront pas assez de CV de comptables qu'ils ont embauchés ou pas embauchés pour construire une IA fiable. Donc il y a un pied à qui consisterait à dire que finalement, la moyenne des comptables vaut pour la terre entière. Mais c'est évidemment pas vrai parce que chaque entreprise a sa culture et sa manière de recruter. Je t'invite à avancer.
Et finalement, attention, effectivement, on l'a dit, l'IA construit tout seul ces systèmes d'indices, donc peut ajouter des biais. On a tous l'exemple d'Amazon en tête qui discriminait les femmes. On peut éventuellement, par exemple, enlever le sexe du procédé de matching, mais la discrimination, elle se cache partout. Elle se cache dans le prestige de vos écoles, le prestige de vos entreprises, etc. Donc, la discrimination n'est pas forcément exister. Le problème, c'est l'explicabilité. Pardon. Le deep learning, par essence, produit un tel nombre d'indices qui sont difficilement explicables à un humain. C'est-à-dire que ça va vous produire une nuée de centaines de milliers d'indices qui va dire tiens, celui-là, a priori, il a matché, mais on ne saura jamais vous dire pourquoi. Et notamment, bah, dans les RH, c'est quand même vachement important de savoir dire pourquoi un candidat a matché et pourquoi il n'a pas matché. Et donc, notre solution, c'est quoi? Eh ben, c'est de revenir à la base. La base, c'est s'asseoir avec notre recruteur et qui nous explique ce que c'est pour eux un bon recrutement et ce que c'est pas un bon recrutement. Et typiquement, eh ben, de se dire qu'un cariste doit avoir un CACES de cariste et avoir travaillé chez un de mes concurrents. Est-ce que j'ai besoin d'une IA pour recréer ça? Pas vraiment. Est-ce qu'une IA pourra faire mieux? Pas vraiment non plus. Est-ce qu'une IA pourra mettre des biais? Oui, certainement. Et donc, on va sortir à partir de critères explicites pourquoi ça a matché, pourquoi ça n'a pas marché, donc un score et des écarts par rapport à l'idéal, de manière aussi simple que ça. On utilise l'IA en revanche pour le dernier kilomètre, c'est-à-dire que pour tous les candidats qui ont matché pour des raisons objectives, et on va retrier ces candidats avec des signaux qu'on va détecter du comportement. Si moi j'ai tendance à privilégier des candidats autodidactes par rapport à des candidats surdiplômés, et ben de façon dynamique, on va allouer un micro-boost aux candidats autodidactes de manière à ce que ça corresponde à ma façon de recruter. Mais ils seront là à la base pour des bonnes raisons et on saura leur dire pourquoi ils sont là et pourquoi ils ne sont pas là. Slide suivante. Alors, le matching et comment faire un bon matching. Le matching peut être un facteur de diversité par design à une seule condition, c'est qu'on multiplie les critères de matching. C'est-à-dire qu'en plus des choses auxquelles on est tous attachés, la profession, les diplômes, les certifications, le diplôme, là où j'habite, etc., si on ajoute plein de critères non obligatoires, la qualité de vie, la parité de pouvoir d'achat, mon fit d'équipe avec mes collègues, la proximité avec une de mes passions, je sais pas, un club d'échecs si je joue aux échecs ou j'en sais rien, etc., etc., etc. Par construction, les candidats qui vont le mieux matcher vont y être tous pour des raisons différentes. Et donc, je vais avoir par construction une shortlist qui va être extrêmement hétéroclite et je vais avoir parmi les candidats. Il me reste une minute, c'est absolument parfait. Dernière slide, ou avant-dernière, je ne sais plus. Alors, est-ce que l'IA est plus intelligente que les RH? J'adore cette phrase de Luc Julia, qui est le mec qui a créé Siri, qui dit, bon, allez, ok, TensorFlow, on lui donne 500 000 photos de chats, et avec 98% de son suite, il sait reconnaître un chat. Un enfant de 2 ans, il voit 2 chats dans sa vie, et toute sa vie, il le fait sans erreur. Donc non, l'IA n'est pas plus intelligente que les RH ou qu'un humain dans le sens large pour plein de raisons. En revanche, cette suivante, une IA est vachement utile partout où un homme n'a pas le temps de passer. Et notamment si vous avez une société de 50 000 personnes avec 2000 postes ouverts, ça fait 100 millions de possibilités, puis il n'y a pas un RH qui pourra étudier chaque poste pour chaque collaborateur. Je ne pourrais pas non plus étudier une proposition pour chaque candidat qui est refusé en process de matching. Et notamment, le but d'une IA, c'est d'améliorer les RH. Et si le parallèle d'échec est assez bon, il y a 30 ans, la première IA a battu un grand joueur d'échecs et la conséquence directe de ça, ça a été un rajeunissement de 18 ans des grands maîtres internationaux d'échecs qui sont passés de 45 ans à une petite vingtaine d'années. Et donc, des humains entraînés par l'IA, assistés par l'IA, augmentés par l'IA, sont devenus intrinsèquement meilleurs sans avoir une IA pendant le jeu. Et c'est de ça qu'il faut s'inspirer. Et grâce à ça, avec une philosophie un peu bienveillante, on peut vraiment dédier les RH sur des tâches à valeur ajoutée pour mieux faire leur travail et pas le faire à leur place.